Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Échos d'Afrique. Alors ce soir, nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement au niveau régional, plus exactement au Sahara occidental, suite à la reconnaissance du président Trump de la prétendue marocanité sur le Sahara occidental. Une reconnaissance que le Maroc a dû payer de sa dignité, même de la dignité de son peuple, en nouant des relations diplomatiques avec l'État sioniste. Nous allons revenir plus en détail sur ce dossier, mais avant, laissez-moi le temps de vous présenter mes invités. Monsieur Ammar Bakrouch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Jamal Boukline, que vous commencez à connaître maintenant. Jamal, bonsoir. Et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste. Bonsoir. Donc, je le disais en titre, le Maroc vient de franchir le Rubicon. Et quel Rubicon en nouant des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Alors, ma première question, c'est, M. Ammar Bakrouch, la proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par le président Trump ne fait pas l'unanimité, ni au niveau international, encore moins régional. Il y a des pontes de l'administration américaine, que ce soit des sénateurs, que ce soit des représentants, qui ont balayé d'un revers de la main la déclaration de Trump. Que pensez-vous de cette reconnaissance, M. Ammar? Permettez-moi tout d'abord de préciser quelque chose qui est clair pour moi. Le Sahara occidental n'est pas un produit ou quelque chose qu'on peut offrir sur un plateau à un ami ou à un dirigeant d'un pays, ce que vient de faire le président américain Trump par le biais d'un tweet. Le Sahara occidental, c'est un pays, c'est une entité, c'est une réalité géopolitique et historique qui appartient uniquement à son peuple, et c'est seulement au peuple sahraoui de décider quoi faire et qu'est-ce qu'il doit faire de son pays et de lutter pour l'indépendance et la souveraineté de son pays, de réaliser son autodétermination par tous les moyens qu'il juge nécessaires, diplomatiques, politiques et même militaires, si c'est le cas, c'est toutes les issues diplomatiques et toutes les résolutions pertinentes des différents organismes internationaux, de l'OIA, de l'ONU, proclament le droit sahraoui à son autodétermination. Donc pour moi, c'est un non-événement ce tweet de Trump. Il reste un tweet de plus qui fait beaucoup de bruit malheureusement. Je pense qu'il faut attendre un peu. Il y a une nouvelle administration américaine qui va venir. Les États-Unis d'Amérique, tout ce qu'on peut penser de ce grand pays, il a des institutions, il a des organismes qui légifèrent. Je pense qu'on ne peut pas y aller tout de suite dire que les États-Unis d'Amérique ont offert le Sahara occidental sur un plateau au roi marocain. C'est un tweet, c'est vrai, c'est une première dans les annales de l'histoire. Mais le problème, c'est une décision personnelle et individuelle, c'est la même expression du secrétaire général actuel de l'ONU, il a dit que c'est une décision individuelle et personnelle de Trump qui n'engage pas les instances internationales et encore moins le peuple sahraoui. Oui, je reviens avec vous. Monsieur Bakrouch, au-delà de cette reconnaissance, l'administration Trump, à travers le président lui-même et ses conseillers, est-ce qu'il ne mesure pas un petit peu le côté aventureux de cette déclaration? C'est-à-dire que c'est une déclaration qui fait fi de toute le droit international. Ce n'est pas la première aventure de Trump. Vous connaissez bien sûr les aventures de Trump avec la Corée du Nord, notamment, ces fameux tweets, sur les élections américaines qui viennent de passer. Qui ne reconnaît toujours pas. Qui ne le reconnaît toujours pas. Donc c'est un personnage atypique. D'abord, il n'est pas venu au monde politique par les différentes institutions américaines qui amènent généralement les chefs d'État et les présidents. C'est un homme d'affaires, c'est un commerçant. Et c'est à partir de cette logique de commerçant qu'il vient de tweeter cette histoire. Moi, permettez-moi je suis un peu réservé sur l'expression dire que les États-Unis d'Amérique ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est Donald Trump, un président sortant, qui lui reste 2 mètres avant de franchir la porte de sortie, qui vient de créer toute cette atmosphère et cette polémique
attendons pour mieux voir. Jamal, vous voulez rebondir, oui? Comme le dit bien notre ami Bahouj, c'est que la décision, le tweet de Trump ne changera ni à la nature, ni au statut du problème, enfin de la question sahraoui. Ça, c'est indéniable. L'autre élément, moi je pense, Trump a agi pour des intérêts beaucoup plus internes aux États-Unis. Il voulait laisser ou faire un cadeau empoisonné à Joe Biden, ça c'est son problème. Maintenant, pour revenir, disons, à... Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est pas oublié, c'est pas la première fois que Trump se décide à offrir quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a offert le Golan à Israël. Il a décidé de transférer l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Al-Quds. Donc, Trump aime faire parler de lui. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà de tout ce qui se dit sur la décision ou le tweet de Trump, qui n'a pas eu, il faut bien le savoir, ni l'aval de la Chambre des représentants, ni l'aval du Congrès pour avoir force de loi. Et puis, il est à 20 jours, 25 jours de la sortie. Et il y a aussi une chose que les gens doivent savoir, c'est qu'une partie de l'establishment américain ne partage pas ce qu'il vient de faire. Parce qu'ils savent très bien que la décision de Trump donne une image, une piètre image de l'Amérique. À savoir que l'Amérique ne respecte pas le droit international. Pire que ça, les États-Unis ne reconnaissent pas même les textes qu'ils ont signés au Conseil de sécurité. Très bien. Jamal, puisque vous parlez du droit international, légalement parlant, est-ce que la nouvelle administration, c'est-à-dire l'administration démocrate et à sa tête Joe Biden, peut revenir sur la déclaration de Trump, légalement parlant? La question, elle mérite d'être posée, elle est déjà posée, elle fait déjà des débats aux États-Unis. Si on part du principe qu'aux États-Unis, le président peut tout faire, donc mathématiquement, logiquement, donc autant il peut tout faire, autant il peut tout défaire. Il y a le Congrès. Un président qui peut prendre une décision, un autre président peut prendre une décision contraire. Ça, c'est tout à fait dans les règles des États-Unis. Même si ce qui vient de se passer n'a pas de précédent dans l'histoire de la diplomatie américaine, il est dit aujourd'hui. La preuve, c'est que Joe Biden ne s'est pas encore prononcé, a refusé même de se prononcer sur le tweet, donc la décision de Trump. C'est que l'entourage de l'administration américaine, y compris l'entourage immédiat de Trump, quand on prend John Bolton, par exemple, vous ne citez que lui. Christopher Ross, James Baker, le président du Sénat, le président de la commission de défense. Plusieurs temps, oui. Aujourd'hui, disent que cette décision ne fait pas honneur à l'Amérique. Aux États-Unis. Donc, il y a même des gens qui appellent Joe Biden à ne pas faire cas de cette décision. Bon, maintenant, les rouages de l'administration étant ce qu'ils sont, nous ne connaissons pas encore ce que fera Biden, dans la mesure où il ne s'est pas encore prononcé, mais il y a de fortes chances que Joe Biden, à la limite, révise la décision de Trump. Justement, Jamal, Joe Biden, durant sa campagne électorale, M. Barouch, a promis de revoir, premièrement, les accords de Paris sur le climat, que Trump ne reconnaît pas. Biden a promis de les revoir. L'accord sur le nucléaire avec l'Iran, Biden a promis de le revoir, donc je ne vois pas comment il ne pourra pas revoir aussi la déclaration de M. Trump sur la marocanité prétendue sur le Sahara occidental. Moi, je pense que, excusez-moi du terme, c'est une salade interne à l'intérieur des institutions américaines. Oui. Mais, comme vous le dites si bien, Joe Biden a fait des annonces déjà dans sa campagne électorale. Dans sa campagne sur 3 grands dossiers que Trump a délaissé, notamment le climat, l'affaire... L'accord avec l'Iran. Le nucléaire très important. Iranien, c'est des dossiers lourds. Très lourds. Très lourds. Maintenant, il faut débattre de la question qui est de droit. Le droit
à l'autodétermination du Sahara occidental. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut se battre sur ce principe. Maintenant, il ne faut plus d'Ami Gelban. Trump a reconnu la marocanité du Sahara occidental ou autre chose. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut convaincre l'opinion publique encore et militer avec ce peuple qui est notre voisin. Et en 1975, il n'a pas trouvé de recours que de se réfugier sur un pays frère, qui est l'Algérie. C'était sa seule sortie de secours. Et de débattre justement, de débattre de son droit à l'autodétermination, de son droit à décider de lui-même de son sort. Les États-Unis d'Amérique, avec le tweet de Trump, et ils ont renié l'essence même de l'identité américaine. L'Amérique, elle a été construite et bâtie sur le droit à l'autodétermination. Alors, je pense que pour atténuer l'effet d'annonce commerciale de Trump, l'administration qui va arriver dans moins d'un mois, je pense que ça fera partie... Monsieur Bakhoch, il y a une question qui nous interpelle tous, justement sur l'aplaventrisme du Maroc devant les États-Unis. Il faut savoir que les relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste ont été annoncées par les États-Unis. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des souverainetés qui sont relatives. Tous les États dits indépendants ne sont pas si indépendants que ça. L'autre élément qui me semble assez important, tout à l'heure je l'ai effleuré, c'est que Trump se comporte un peu comme le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Il est en train de faire beaucoup plus pour Israël que pour l'Amérique. D'ailleurs, il a délégué son gendre pour la crise du Moyen-Orient. Alors, il parle de la paix au Proche-Orient et il est en train de courir derrière des pays qui n'ont aucune frontière commune avec Israël. Et il est en train de forcer la main aux pays du Golfe, pour des raisons qui leur sont propres. La plupart ont ou vont accepter. Le Maroc étant la proie facile, ça devrait être annoncé en février passé. Et ça a traîné. Aujourd'hui, c'est Trump qui l'annonce, parce que, soi-disant, les Marocains auraient négocié le Sahara entre-temps. Mais toujours est-il que je pense que, comme l'a dit Siamal, c'est que c'est une source interne aux États-Unis, parce que Trump est en train de soigner son image de marque aux États-Unis, vis-à-vis notamment du lobby juif. Parce que l'homme qui ne reconnaît pas encore sa défaite, alors que tous les résultats, les derniers résultats ont été donnés hier soir, électeurs, à savoir que c'est clair, net et précis, Joe Biden est élu, le bonhomme le dit juste après, que l'Amérique va avoir des surprises. Quelle surprise? On n'en sait rien. Je pense qu'il ne fera pas encore un autre tweet du même genre. Pour annoncer peut-être sa future candidature. Il y a un élément qui me semble assez important, puisque l'ONU s'est exprimée par la voix de son secrétaire général. L'Assemblée générale... Je peux même vous la citer, la déclaration du secrétaire général. L'Assemblée générale des Nations unies s'est exprimée, et puis un des membres du Conseil de sécurité s'est exprimé pour dire son étonnement. C'est la Russie. La Russie s'est exprimée. Mais pas par la voix officielle, par le vice-ministre des Affaires étrangères. Il est quand même, c'est une voix officielle. Un vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé l'étonnement de la Russie. Très bien. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des responsables, et pas n'importe quel responsable, c'est des poids lourds dans la politique américaine. Quand un James Baker dit que cette décision ne fait pas honneur à la politique américaine, au statut des États-Unis dans le monde, c'est quelque chose. Donc, je pense que les choses n'iront pas dans le sens voulu ou espéré par Trump et Mohamed VI. Moi, je crois, justement, allez-y, monsieur. Si vous me permettez, bon, il faut pas, pour ne pas rester prisonnier dans les effets du tweet de Trump. La question du Sahara occidental, ces derniers temps, justement, bon, le coup de ce qui s'est passé à Karkarat lui a insoufflé un élan, un nouveau départ. Je pense qu'aujourd'hui, la question du Sahara occidental est revenue de plein droit et elle occupe l'opinion publique internationale et les différentes institutions et que ça va déboucher nécessairement sur
quelque chose de positif pour le peuple sahraoui. Ah, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, parler de reconnaissance ou pas de reconnaissance, aujourd'hui, on parle d'un effet de droit, l'application du droit international. Il y a une population qui a été envahie par le Maroc sous couverture d'une soi-disant marche verte, alors que c'était des militaires qui portaient des là-bas et qui sont arrivés. Moi, j'ai été témoin en 1975, j'étais aux frontières où les Sahraouis fouillaient les militaires marocains. Il y avait même des femmes qui accouchaient sur les dunes de sable. Et j'ai même dans les archives de la télévision une Sahraoui qui a accouché d'une fillette qu'elle a appelée Houria. Ah. Ça, oui, ça c'est dans un reportage que j'ai réalisé qui s'appelait Irada Tchab, le novembre 1975. Maintenant, le sort du Sahara occidental est entre les mains de des fils, de ses enfants, de son peuple, pas entre les mains de Trump ni de M6. Ils ont besoin d'un soutien international. Et le premier soutien qu'ils ont trouvé, que la diplomatie algérienne, 75, 70, a investi le monde, il faut que le Sahara occidental, il faut rappeler, c'est un pays africain, membre de l'OIA et membre fondateur de l'Union africaine. Les membres d'abord de l'OIA, par la suite membre fondateur de l'Union africaine, qui est devenu. Il y avait 32 pays africains qui reconnaissaient la race. Par la suite, l'Algérie, le seul rempart sur lequel le Sahara occidental pouvait s'appuyer grâce à son aura, à son histoire, à son passé, à sa position, à sa place dans le concert des nations, elle a joué un rôle important. Depuis les fin des années 80, la décennie noire, le terrorisme, 10 ans, plus 20 ans de fermeture de l'Algérie à son espace géopolitique et géostratégique, c'est-à-dire l'Afrique. Ça fait 30 ans, 20 ans, le chef d'État en exercice n'a pas mis les pieds dans un pays voisin africain. Vous racontez une anecdote. Un ministre européen qui a rencontré un ministre algérien des Affaires étrangères qui a fait ministre des Affaires étrangères pendant 7 ans, dans les pourparlers comme ça, il lui lance, j'ai été en Mauritanie, c'est quelque chose, c'est un pays intéressant, nouveau, tout ça. Notre ministre, qu'est-ce qu'il répond? La Mauritanie, je ne connais pas, hein, il faudrait que j'aille un jour. Ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Sébastien Marache, le Mauritanien, le Nigeria, les pays limitrophes. Donc, ce qui fait ce recul un peu diplomatique, c'est... Il y a une part de responsabilité. Dû aussi pour des raisons bien connues. Aussi. Bien connues, justement. Donc aujourd'hui, il faut revenir l'Algérie à travers ses cadres, des cadres du ministère des Affaires étrangères, des cadres, ses élites intellectuelles. Elle a fait un travail extraordinaire. Par la suite, les 30 années dernières ont été marginalisées. Et c'est un terrain que la monarchie marocaine, les États-Unis d'Amérique, et surtout la France, qui est la force sous-traitante des Américains dans la région, ont trouvé le terrain vide pour avancer leur pion. Aujourd'hui, que l'affaire du Sahara occidental revient au premier plan de l'activité, et il revient aux démocrates, il revient aux élites algériens, aux élites du monde entier, d'accentuer justement aujourd'hui et d'aller vers un processus de règlement de cette question. Je crois que justement l'affaire Galgarat et le tweet de Trump ont fait une avancée considérable à la question sahraoui. Aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a un peuple, quelque part au Sahara occidental, qui est en train de souffrir d'un colonialisme au XXIe siècle. D'ailleurs, il y a certaines voix, Djamal, qui disent que l'incursion marocaine à Galgarat n'aurait pas eu lieu sans le feu vert de Washington. Indépendamment de ça, c'est une affaire entre les Américains et les Marocains, mais ce que je sais, ce que vient de dire Ammar, c'est que la question sahraoui est aujourd'hui sur la table. Aucun pays au monde ne peut dire je n'ai pas été, je ne savais pas. Et puis, l'Union africaine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, a décidé de prendre à bras le corps cette question. Il faut s'en féliciter, et je pense que les démocrates, les hommes qui sont épris de paix et de justice dans le monde, et ils sont nombreux, vont imposer le respect du droit. Donc, l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Que le palais royal accepte ou pas, la vérité, elle fera par s'imposer au Sahara occidental.
Messieurs, notre émission arrive à son terme. J'aurais voulu en parler davantage, mais les impératifs de la programmation, voilà. Il y a tellement de choses à dire sur ce Tellement. dossier. On aura, Inch'Allah, l'occasion de revenir, Jamal. On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir. Oui, oui. On aura l'occasion de revenir sur la question qui, justement, qui intéresse tout le monde. Parce qu'à fait du Proche-Orient, moi je pensais qu'on allait une phrase. Oui. Parce que devant non, je pense qu'il y a une similitude aussi entre la Palestine et le Sahara occidental. Ils ont les mêmes problèmes. Voilà. Territoire occupé. De colonisation. Colonisation, c'est ça. Et deux territoires vendus. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Madame, monsieur, très bonne fin de soirée. Au revoir. C'est pas